à tous. Je voudrais peut-être d'abord m'adresser aux collègues des centres PMS qui sont là, des collègues du CIEP aussi, pour qui ce que je vais dire va peut-être probablement, je dirais, leur apparaître connu. Mais je vais essayer en tout cas de prendre une approche réflexive aussi par rapport à notre travail au quotidien. Pour les enseignants qui sont là, peut-être que vous souhaitez avoir directement des outils pratiques, directement utilisables dans vos classes. Je vais vous donner des pistes, je vais essayer de vous donner des pistes par rapport à cela, mais c'est clair que pour rentrer dans le concret, il faut beaucoup plus de temps qu'effectivement 40 minutes, mais ça peut vous donner quand même une idée de certaines activités qui peuvent être mises. Et troisième élément que je voudrais peut-être énoncer avant de commencer, c'est que je vais vraiment me centrer ici sur l'éducation à l'orientation et donc les approches éducatives à l'école. Et je vais donc principalement les activités qui peuvent se faire de manière transversale ou de manière interdisciplinaire. Et je vais moins mettre l'accent sur les approches véritablement qui peuvent être construites à l'intérieur des disciplines, puisque c'est Damien Kadzitou qui fera cela lors de la prochaine conférence. J'aime bien partir par le concret et faire quelques observations. Et peut-être que c'est intéressant de nous décentrer par rapport au monde de l'école. Les adultes en réorientation évoquent souvent un choix mal posé à la fin du secondaire. D'autres, parmi ces adultes, estiment que la crainte de déplaire à leur famille a guidé leur choix. Habitués aux options, certains jeunes font plus un choix de matière que de profession. C'est un constat que l'on fait régulièrement. Et quand il s'agit de choix professionnels, ils se limitent souvent à quelques métiers de prestige ou des métiers stéréotypés. De nombreux jeunes se disent également anxieux par rapport à ce choix à la fin du secondaire. On peut mettre en évidence certains éléments par rapport à ces constats. C'est l'influence des représentations et de l'entourage. C'est le besoin de préparation et d'accompagnement. C'est le déficit de maturité vocationnelle, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir décider. Et ce que l'on constate également, ce sont des effets délétères de l'indécision. Et donc, un enjeu est certainement d'aider les jeunes à sortir de cette indécision. Alors, l'éducation à l'orientation serait-elle une alternative pour le faire? Tout d'abord, prenons conscience que ce n'est pas quelque chose de récent, l'éducation à l'orientation. C'est quelque chose, ce sont plutôt des activités méthodologiques qui ont été mises en place et développées par Denis Pelletier à l'Université de Laval, et on était en 1974. Et donc, l'idée était de promouvoir l'activation du développement vocationnel et professionnel. Donc, en quelque sorte, il serait possible d'activer chez les jeunes le développement de projets. Et l'idée est de favoriser effectivement cette émergence de projets en travaillant à la fois sur le fait que les choix professionnels se structurent progressivement et sont l'aboutissement d'une expérience, d'où progressivement, d'où cette notion de maturité vocationnelle, et le fruit de l'aboutissement d'une expérience de rencontre entre la connaissance de soi et du monde au sens large, et pas uniquement du monde des professions. Et cette approche d'éducation à l'orientation, dans un monde en changement, dans un monde en évolution, l'idée est de développer la compétence à s'orienter, puisqu'on sait aujourd'hui que les jeunes seront amenés à avoir 3 grandes activités professionnelles dans leur vie. Et je n'ai pas parlé de simplement changement d'employeur, je parle de grandes activités professionnelles. Et donc, l'idée serait qu'ils développent des compétences, des aptitudes à s'orienter pour être capables de davantage s'orienter en autonomie dans leur démarche. Les bases théoriques qui sont derrière cette approche qu'on appelle vulgairement la DVP en termes d'abréviation, c'est qu'il y aurait des étapes dans la construction du projet professionnel et du projet de vie. Donc Donald Super a mis cela en évidence et a mis ces étapes en évidence. Deuxième base théorique sur laquelle cette méthodologie s'appuie, c'est sur le modèle opératoire de l'intelligence et de la prise de décision. En fait, c'est toute l'influence de la psychologie cognitive qui est là derrière. Et puis, un troisième pilier, je dirais, c'est d'intégrer les notions de la relation d'aide telles que Carl Rogers le définit. Donc, on voit que cette méthodologie s'appuie finalement sur plusieurs concepts théoriques. L'enjeu principal est de proposer dans le cadre scolaire
et donc ici plus particulièrement dans le cadre d'activités interdisciplinaires, eh bien, de s'approprier une démarche d'exploration et de réflexion. La démarche d'exploration, elle est déjà souvent activée à l'intérieur des écoles, mais on verra que la démarche de réflexion est peut-être moins activée en tant que telle, de favoriser une prise de décision réfléchie. Donc, c'est l'idée aussi que le choix ne doit pas être simplement le fruit des émotions, hein, le fruit de là où vont les camarades ou les copains, hein, c'est véritablement le fruit d'une réflexion mûrie. Et l'idée est de soutenir le jeune dans l'inconfort de l'indécision. Hein. L'indécision est quelque chose qui, on le verra, qui crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et l'idée est de pouvoir faire sortir aussi le jeune par rapport à cette notion d'indécision et d'aider à la construction d'un projet personnel. Et puis, dans les évolutions, on parle de plus en plus de projet sociétal. Alors, il y a bien sûr un versant cognitif, hein, avoir la maturation de la prise de décision, la maturation du projet, et puis un versant plus affectif ou plus symbolique qui est là derrière, avec une dimension plus émotionnelle et une approche de l'identité personnelle finalement. Allons un peu plus en profondeur sur le plan des objectifs. Alors, le premier objectif est certainement de s'approprier une démarche. Et cette démarche, elle est basée sur plusieurs aspects, des démarches des temps d'exploration, basées sur la connaissance de soi, sur les évolutions du monde, donc se comprendre et comprendre le monde. Des temps de cristallisation, on va appeler ça des temps de réflexion, pour faire simple, de traitement des informations reçues. Je suis allé sur le terrain, j'ai eu l'occasion de faire un stage, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'emploi dans le domaine de la kiné ou que c'était difficile de s'installer comme indépendant. Et puis quelqu'un d'autre m'a dit, mais tu sais, si tu y crois, ça ira. Comment est-ce que je fais la synthèse entre les deux? Donc il y a toute une démarche de réflexion sur l'expérience. Une approche de spécification et donc d'arriver à formuler un projet et finalement de dire autre chose que l'année prochaine, je vais faire la kiné. Comme on entend souvent, je vais faire le droit. Mais je vais faire le droit. Pourquoi? Dans quel but? De quelle manière? Et pourquoi le droit par rapport à autre chose? C'est bien les éléments qu'on peut ou que le jeune devrait être amené à pouvoir préciser dans son projet. Et puis alors un point qu'on a tendance aussi peut-être à négliger un tout petit peu plus, c'est de préparer l'engagement du jeune et d'aider le jeune dans son engagement et donc de développer chez lui eh bien, ce pouvoir d'agir et de faire les premières expériences en quelque sorte. Deuxième aspect qui me semble important, c'est la notion de réussite. L'idée est que le jeune, à travers ses démarches d'orientation, va faire davantage d'accrochage sur le plan scolaire. Mais c'est aussi la question de la réussite dans la vie. Et je tombais dernièrement sur ce schéma, je le trouvais assez évocateur. Comment est-ce qu'on a appris à évaluer la réussite? Eh bien souvent à travers deux critères, le salaire et le statut social. Et les jeunes ont bien intégré ces deux notions. Et peut-être qu'un des enjeux, c'est de les faire évoluer sur le fait que eh bien, la réussite, c'est aussi faire ce qu'on aime, c'est avoir du temps libre, c'est aussi, à côté d'avoir un statut social et un salaire, eh bien, de développer une qualité de santé sur le plan mental et sur le plan physique. Et donc là, il y a déjà, ne serait-ce qu'avec les jeunes, qu'est-ce que c'est une vie réussie? Toute une série de questions à se poser avant même de lui poser la question de qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. Donc le troisième aspect est de faire émerger des projets et il y a des conditions évidemment à la mise en projet. Alors la première condition évidemment c'est d'avoir un environnement ouvert. Si dès le départ on vous dit écoute on va regarder à ça mais on n'aborde pas tel ou tel aspect, ben, on n'est pas dans un environnement ouvert propice à la notion de projet. Donc l'accent doit être mis sur les possibles. Et quand on apporte des modèles aux jeunes, bien l'accent doit être mis aussi sur des success stories quelque part, et pas uniquement sur des grands classiques en termes de professionnels en tant que tel. Une deuxième dimension, une deuxième base pour qu'un projet puisse émerger, c'est qu'il doit qu'il ait une dimension innovante quelque part. Et donc, il faut éviter le mimétisme. Là aussi, donc, proposer des modèles qui peuvent être des modèles un peu différents, des modèles classiques que le jeune connaît.
Et dans cette dimension innovante, la notion de socio-constructivisme est un élément également important, puisque c'est une manière de construire ensemble et donc travailler par le groupe, entendre comment chacun envisage la manière avec laquelle il pourrait évoluer dans tel ou dans tel domaine professionnel ou avec telle ou telle formation, eh bien, c'est de nature à nourrir, je dirais, quelque part, la réflexion personnelle et à l'enrichir également. Un troisième angle, c'est de se dire aussi que cette dimension projet pourrait avoir un enjeu sociétal. Alors, ça n'est pas une obligation, mais quand on voit aujourd'hui comment le monde va et où il va, quelque part, on se dit aussi, en tant que conseiller d'orientation, qu'on doit avoir un rôle à jouer dans la sensibilisation sur la question d'un monde meilleur, sur la question d'un monde plus solidaire et sur la question d'un monde plus humaniste également. Et puis, il faut bien sûr, pour qu'un projet puisse faire soi, quelque part, eh bien, il faut qu'il y ait une forme de singularité, une forme de personnalisation, une forme d'originalité aussi, pour que une spécificité que l'on veuille mettre à ce projet et qui est en quelque sorte la dimension, les accents personnels, c'est un peu les épices quelque part dans le plat que l'on est en train de préparer. Quatrième approche, sortir de l'indécision est un des objectifs importants au niveau de l'approche éducative. Et je voudrais simplement réfléchir avec vous sur quelles sont les sources finalement de cette indécision. J'en ai identifié trois grandes. D'abord, l'indécision liée au monde socio-économique. On est dans un monde en changement, dans un monde en évolution, avec des évolutions de plus en plus rapides. Et donc, il y a une crainte sur l'évolution de la société. Et je le disais aussi sur la société, quelque part aussi, l'environnement dans lequel on va se trouver dans quelques années. Il y a la question de l'exclusion du marché de l'emploi. De plus en plus de jeunes sentent leurs parents aussi vivant cette question de l'exclusion. Et donc, c'est quelque chose qui est plus proche d'eux et la COVID ne fait que de renforcer cela. Et puis aussi, il y a peut-être des éléments d'anxiété qui vont être relatifs à l'accès aux études, qui est de plus en plus conditionné aujourd'hui et de plus en plus, oui, conditionné à la réussite d'examens d'admission, par exemple. Il peut y avoir des facteurs de personnalité. La peur de se tromper, c'est légitime, la peur d'échouer. Pourtant, pour tenter quelque chose, il faut pouvoir oser aussi. Si on ne tente rien, on n'osera pas. Et on n'aura pas pris le risque suffisant. Donc, il y a un travail éducatif à faire. Ça peut être la crainte de déplaire à son entourage. Il n'est pas rare dans nos consultations pour des jeunes qui veulent présenter un examen d'entrée, par exemple dans le domaine artistique, qui n'en parlent pas et qui n'osent pas trop en parler à la famille. C'est parfois pas aisé de dire qu'on veut aller vers le secteur artistique. Et puis finalement, quand on les reçoit avec leurs parents, on s'aperçoit qu'à un moment donné, parfois les parents ont tendance à dire « Ah, mais je ne savais pas que toutes ces démarches qui existaient, toutes ces procédures, et si on en avait parlé plus tôt, on se serait préparé. » Et donc, dans le dialogue, à ce niveau-là, il peut y avoir aussi quelque chose à construire dans la crainte de déplaire. Et puis alors des réflexes d'anxiété qui peuvent aussi générer soit de l'impulsivité, et le fait de dire, eh bien, à un moment donné, je vais faire ça, au moins j'ai une solution. Lors du repas de Noël, eh bien, je sais ce que je ferai, et quelque part, on ne m'embêtera plus avec cette affaire, mais c'est aussi un réflexe de fuite, quelque part. Et puis, il y a des éléments qui sont liés au sentiment de compétence. Et ça, on entend souvent dans les familles, auprès des jeunes, oh, c'est trop tôt pour faire un tel choix. Est-ce qu'ils sont bien mûrs pour faire ce genre de choix? Donc, toutes ces questions qui reviennent sur la maturité vocationnelle. C'est le manque d'expérience de décideur. C'est quand même une des premières grandes décisions que le jeune prend par rapport à sa vie. Souvent, jusque-là, les parents ont beaucoup joué dans la prise de décision. Et puis, ça peut être aussi, en termes de compétences, cette compétence à gérer l'incertitude d'une certaine manière. Dans une société du tout de suite, et dans une société du maintenant et de l'immédiateté, eh bien, évidemment, l'incertitude, le temps, eh bien, ne prend pas la même résonance chez chacun. Et donc, là aussi, il faut développer peut-être chez les jeunes la capacité à gérer une transition et le temps face à cette transition. Cinquième élément
qui n'est pas le moindre, et c'est celui qui est en lien avec le fait d'expérimenter, c'est effectivement aussi de développer une culture de l'anticipation. Et donc, développer chez le jeune cette culture de l'anticipation, prévoir les étapes entre le moment où il aura pris son option ou sa décision pour préparer son aventure, avoir des plans A, des plans B si quelque chose arrive encore. C'est de remettre aussi l'expérience au centre, parce que en ne restant pas uniquement dans le cogito ergo sum quelque part, et en se confrontant à la réalité, eh bien, on va aller davantage vers l'agir pour se connaître. Et le fait de faire l'expérience d'un lieu de stage, d'une visite d'entreprise, d'une rencontre avec un employeur, va ramener de nouvelles questions. Et quelque part, l'expérience, c'est aussi quelque chose qui va générer un sentiment de compétence. Ah, je suis allé dans un groupe classe, et dans ce groupe classe, je suis déjà parvenu à faire ci ou à faire ça, et donc ça me conforte dans mon choix. En faisant ça, on développe bien sûr le pouvoir d'agir chez le jeune. Et puis, cette culture de l'engagement, c'est aussi source d'ajustement. Ça permet de remettre en question son choix, dans certains cas, et mieux vaut le faire avant l'entrée dans les études qu'en étant déjà dans l'entrée dans les études. À ce sujet, on constate que beaucoup de jeunes en réorientation, au cours de leur premier bac, eh bien, c'est leur première expérience d'orientation. En fait, juste là, ils avaient fait un choix, mais sans véritablement qu'il soit le fruit d'une logique d'orientation. Et ça permet aussi d'intégrer une dimension émotionnelle. J'aime, j'aime pas. Et donc, l'expérience est véritablement très inspirante et source aussi de réflexion. Et donc, quelque part, cette expérience, eh bien, elle va permettre de construire la maturité de son projet. Alors, quelles sont les étapes de l'éducation à l'orientation? Et on va essayer de voir ici quelles sont les principales compétences pour chacune des étapes. Il y a 4 grandes étapes. La première, ben, c'est d'explorer. Je le disais, l'explorer, ce n'est pas nécessairement découvrir quelque chose, mais c'est accepter avant tout de quitter ce que l'on connaît pour s'ouvrir à une découverte. Hein. Et c'est Bertrand Piccard qui le met à l'avant-plan. Bien sûr, c'est un innovateur, mais quitter l'inconfort de ce que l'on connaît et peut-être aussi bien des représentations que l'on peut avoir pour s'ouvrir à la découverte de différentes richesses. Alors, explorer, l'enjeu, c'est d'accumuler de l'information, c'est de contribuer à la connaissance de soi, la connaissance des professions, de rechercher des connaissances inhabituelles. Et donc, quand on met un jeune dans une recherche documentaire, par exemple, c'est intéressant de lui faire écrire, par exemple, au départ, qu'est-ce que tu sais déjà sur le métier en question, de manière à ce qu'après, l'expérience puisse permettre de mettre en évidence ce qu'il ne connaissait pas encore de son expérience. Parce que, oh, ben, je sais, oui, je sais, mais c'est encore plus intéressant quand on sait qu'on ne sait pas. Le processus qui est derrière, eh bien, c'est un processus de pensée créative, c'est un processus de pensée divergente. Et déjà là, je voudrais faire passer le message que tous les jeunes sont inégaux face à l'orientation. Certains ont naturellement cette pensée créative, cette pensée divergente. D'autres ne l'ont pas. Et donc, c'est intéressant, là aussi, de mener des activités de groupe qui permettent de croiser des regards sur certaines thématiques, sur certains sujets. Et là, que la créativité des uns, eh bien, quelque part, aide et soutienne la créativité des autres. Donc, c'est dépasser les aspects superficiels des observations, hein, inviter à approfondir. C'est découvrir les rapports insolites qu'il peut y avoir entre les choses. Hein. Tous les kinés travaillent en hôpital. Ben, peut-être que ce n'est pas le cas. Et puis, combiner plusieurs pensées et pouvoir compléter ces différentes pensées. Les compétences qui vont être verbalisées là derrière, je ne vais pas toutes les citer, mais bien sûr, c'est d'être capable de verbaliser ses valeurs et ses intérêts. On constate que chez beaucoup de jeunes, il y a une certaine difficulté d'accéder au langage d'une certaine manière. Et pourtant, ils sortent d'une formation d'enseignement général ou de transition, pour ceux que nous voyons principalement. Eh bien, donner ces qualités, ce n'est pas toujours aisé, ils ne sont pas habitués à ça. C'est aussi pointer ses comportements face aux matières. Ah, je ne suis pas bon en maths. Bah, est-ce que c'est vrai que tu n'es pas bon en maths? Mais en quoi tu es bon en mathématiques? C'est une autre manière de poser la question. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qu'on sait faire en mathématiques. Et puis, c'est aussi, par rapport à la connaissance du monde, bien sûr, de rechercher activement l'information, de connaître des sources et d'être capable de les utiliser, ces sources. Aujourd'hui,
Ce n'est pas la quantité d'informations qui manque, hein. Les jeunes ont Internet et ont énormément de possibilités d'accès à ces possibilités d'information. Quelques techniques qui permettent, on a parlé de la recherche documentaire, ça peut être des revues de presse, ça peut être des interviews de professionnels, ça peut être des listes à cocher dans des listes de verbes d'intérêt, de verbes d'action, ça peut être des jeux de cartes ou des photolangages pour réfléchir autour de qu'est-ce que c'est s'orienter et comment tu symboliserais ce que ça représente pour toi de s'orienter. Ça peut être aussi des exercices de visualisation ou des exercices d'imagination, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Deuxième étape, c'est de cristalliser. Et donc là, c'est de mettre de l'ordre quelque part dans les informations qu'on a recueillies. C'est clarifier les informations reçues et c'est sortir du chaos de l'information pour quelque part reprendre la main et structurer les informations que l'on a recueillies. Le processus, c'est davantage un processus de pensée conceptuelle, être capable de faire des schémas, rechercher des points communs, rechercher des équivalences, réaliser un poster, voir comment on fait des regroupements. Dans les métiers de la santé, par exemple, quand on travaille avec des jeunes sur les métiers de la santé ou dans les métiers des sciences humaines, par exemple, c'est intéressant de voir comment ils font leurs regroupements qui ne correspondent pas du tout ou rarement à ceux que nous, on ferait spontanément en tant que professionnels pour décrire ces métiers. Donc, c'est intéressant là de voir, hein, différents regroupements peuvent exister à ce niveau-là. C'est l'aptitude à thématiser ses aspirations, faire un bilan de ses atouts, mais de ses limites, et donc travailler sur l'actif et sur le passif. C'est dresser son portrait personnel, c'est faire des liens entre formation et profession. Hein, comment devenir journaliste? Est-ce qu'il faut une formation de journaliste? Est-ce que d'autres formations permettent d'y arriver? C'est aussi entrevoir différents parcours à ce niveau-ci. Quelques techniques pour mieux cristalliser. Bien, on l'a dit, faire des regroupements, travailler les catégorisations, faire des diagrammes, des ensembles, faire des tableaux à double entrée, c'est intéressant parce que ça permet de sortir du conflictuel. Hein. Tableau à deux entrées, haut salaire, bas salaire, haut niveau de statut social, bas niveau de statut social, et puis c'est intéressant de voir comment on se situe par rapport à ce genre de choses. C'est utiliser des liens, faire des liens conceptuels entre les différents éléments. C'est éventuellement, je le disais, travailler des cartes conceptuelles ou une analyse SWOT qui va permettre de mettre en évidence mes atouts pour mettre en avant mon projet, mes limites, les difficultés que je pourrais avoir et anticiper sur ces aspects. Troisième approche, c'est bien sûr de la mise en projet. Donc cette fois-ci, c'est de spécifier, de prioriser. Hein. J'aime bien cette phrase d'Albert Jacquard, hein, l'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter, à construire. Orienter, ça n'est pas mettre les gens sur des rails, que du bien loin de là, mais qu'au contraire, c'est amener chacun à créer sa propre voie, finalement. Alors, l'enjeu, c'est bien sûr d'exprimer ses préférences, c'est d'approcher, de rechercher le bien fondé de ce que l'on veut faire, c'est peut-être de faire davantage le lien avec ses propres valeurs. Et le processus, c'est une pensée davantage sélective, évaluative. Il s'agit de comparer les informations, mais il s'agit aussi de les prioriser, de savoir ce qui est souhaitable, ce qui est réalisable. Et donc, ça demande de travailler aussi, dans certains cas, les paradoxes. Je veux ça et je veux ça, mais est-ce compatible? Comment est-ce que je vais faire pour que, dans mon projet, les deux approches y sont? Je peux avoir une fibre artistique, une fibre technique. Comment est-ce que ça prend place dans mon projet en tant que tel? Ça va demander différentes compétences. Je n'aurai pas le temps de les détailler. On pourra aussi revenir sur certains aspects. La capacité à se projeter, se visualiser dans l'avenir, ça c'est clair. Et c'est intéressant de travailler sur différents scénarios à ce niveau-là, et peut-être aussi effectivement d'envisager différents plans. C'est aussi dans le projet la notion d'adoption, donc exprimer ses propres préférences, définir et oser dire ses propres options. C'est aussi un élément qui est très important. Donc faire le projet sien quelque part. Et puis c'est aussi, bien ce projet, c'est bien équilibrer émotion et raison. La raison me dit de faire ça, mais quelque part mon envie est là, et comment vais-je combiner les deux, hein? Donc c'est en fait, on est au cœur du choix, en quelque sorte.
Alors, des techniques pour pouvoir le mener à bien, ben, c'est déjà de faire y aller progressivement, faire des plans A, des plans B, des plans C. Quand on met en avant des qualités ou des besoins pour son avenir, eh bien, pouvoir mettre des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3. C'est, alors on a dit, négocier des cartes en jouant. Ça peut être aussi quelque chose qui permet à un moment donné de dire, voilà, on a plusieurs cartes avec des qualités personnelles, et moi je voudrais celle-ci. Oui, mais si tu veux celle-là, alors quelqu'un l'a, mais lui va devoir céder une carte. Et laquelle sera-t-il prêt à céder? Est-ce que tu es prêt à prendre aussi cette carte-là? Donc c'est vraiment des jeux qui permettent alors à ce moment-là davantage de se situer. Je cite Business Model U, qui peut être aussi une approche et qui vise à mettre davantage quelles sont les ressources, les partenaires que je peux avoir pour mettre en place mon projet, et les lettres à mon futur qui sont extrêmement intéressantes pour se projeter dans l'avenir. On en arrive à la phase de la réalisation, donc celle qui est souvent skippée, je dirais, ou insuffisamment mise à l'avant-plan. S'orienter, c'est l'origine de tous les voyages, c'est se lever, mais se mettre en route par rapport à un point d'horizon, le fameux projet, où se lève le soleil. Alors, c'est l'ASBL Trouver et Créer, qui est une ASBL très active en France, hein, dans le domaine de l'éducation au choix, qui amène cette citation. Et là, l'enjeu, c'est de s'engager, c'est la politique des petits pas, quelque part. Et de se dire aussi, ben, peut-être que je vais être confronté à certains obstacles. L'accès aux études, ça peut être des obstacles sur le plan financier, ça peut être des obstacles aussi de quitter son réseau d'amis. Il y a plein d'éléments qui peuvent encore jouer dans son choix en tant que tel. Et ça va demander une autre forme de pensée qui est la pensée implicative, donc s'impliquer en tant que tel. Et se préoccuper aussi des conséquences possibles de sa propre démarche. C'est bien d'avoir fait son choix, mais après, il faut pouvoir l'assumer et donc de se dire ben, quels en sont les risques. Donc, c'est intégrer une perspective temporelle, c'est intégrer cette notion d'anticipation, c'est être conscient de ses propres capacités, c'est se fixer des buts et des défis quelque part et devoir saisir les opportunités pour pouvoir réaliser ces défis. Les techniques, premiers pas, prochaines étapes. Quand on termine un entretien d'orientation, on a toujours à cœur, au niveau de l'équipe du CIO, de dire « what next ?» Quelle va être ta prochaine étape, ta prochaine démarche? C'est vraiment intéressant de partir sur ce genre de questions parce que quelque part, ça remet le jeune en mouvement. Ça peut être aussi une checklist de démarches à entreprendre, ça peut être un pense-bête, ça peut être une ligne du temps. On vient de sortir un nouveau cahier sur se préparer à l'enseignement supérieur et celui-là reprend pas moins de 40 panneaux indicateurs dans un outil destiné aux jeunes, 40 panneaux indicateurs qui sont des étapes qu'ils pourraient faire pour se préparer, que ce soit une année solidaire, une année spéciale, que ce soit faire un cours préparatoire, différentes possibilités existent. L'idée, en tout cas, de l'ensemble de la démarche de l'engagement, c'est de passer d'une identité qui serait une identité perçue des autres, mes parents ne veulent pas que je fasse l'art, par exemple, ou qui implique une certaine forme de reconnaissance sociale. Mes parents trouvent que je suis fort en maths et que je devrais faire des études d'ingénieur, d'ailleurs papa est ingénieur, à passer à une identité désirée, moi, mes projets, mes idéaux, la manière avec laquelle je veux m'accomplir et de faire le lien entre les deux pour passer à une identité engagée. Hein, c'est le sociologue Bajois qui met ça en évidence, ce à quoi je m'engage de devenir vis-à-vis de moi et des autres. Et donc là, quelque part, il y a vraiment tout un travail dans lequel on peut faire cheminer le jeune dans la construction de sa propre identité personnelle. Je voulais simplement ici spécifier et reprendre à chacune des étapes les différentes formes de pensée et quelque part les qualités que ça va demander, hein, des qualités de curiosité, des qualités d'ordre, de sens critique, d'efficacité, avec ces différentes formes de pensée qui sont au cœur de la démarche de l'approche orientante. Alors, pour une meilleure éducation à l'orientation, que changer, que faire évoluer, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Alors, premières approches, plusieurs approches à ce niveau-ci. C'est davantage d'expliquer le fil rouge des activités d'aide à l'orientation. Dans beaucoup d'écoles, quand on intervient pour faire une sensibilisation sur le choix des études supérieures, eh bien, on s'aperçoit que ces jeunes
vont à une activité entre le moment du réfectoire et le cours de maths ou la remise des bulletins, parfois l'après-midi, et qu'ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont là au départ. Donc, je pense que travailler sur l'ensemble du cycle, et peut-être même sur l'ensemble des années de l'école, mais sur l'ensemble du troisième cycle en tout cas, sur expliquer aux élèves et aux parents le fil rouge des activités d'orientation à l'école, pour moi, c'est quelque chose qui manque. Réfléchir avec les élèves sur ce qu'est une orientation réussie et sur ce qu'est le sens du travail. Pourquoi travaille-t-on? C'est aussi une question qui est une question au cœur, finalement, de ce qui nous touche tous au quotidien et dont on parle peut-être si peu en tant que tel. Inviter des témoins, ça je pense que, et des témoins qui peuvent être effectivement des témoins en dehors des sentiers battus, hein, et qui, quelque part, interpellent les jeunes. Alors, ça se fait. Les écoles ont souvent ce genre de choses. Mais comment est-ce que c'est repris, retravaillé pour chacun des jeunes? Eh bien, c'est comme mobiliser les activités, les élèves autour de projets. Ça se fait à l'école. Mais quel est le lieu ou l'espace dans lequel on peut se dire, eh bien, qu'est-ce que tu as appris dans ce projet? Qu'est-ce que tu connais mieux de toi-même dans ce projet? Ces étapes-là sont parfois des étapes qui pourraient être plus approfondies et plus systématisées. Une manière de le faire, ça peut être de construire un portfolio personnel. Donc le portfolio est un élément qui peut être un élément de fil conducteur et qui permet de rassembler l'ensemble des informations recueillies. Et puis, c'est de réfléchir davantage sur cette notion d'engagement, cet activisme, c'est-à-dire travailler davantage ces activités qui sont préparatoires à l'enseignement supérieur. Ce sont les principales suggestions que je voulais vous faire aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention.